Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour poursuivre et achever cette séquence consacrée à l'affirmation de l'État en France du XVIe au XVIIe siècle. Dans la vidéo précédente qui vous présentait le camp 1, nous avons vu un début de renforcement de l'autorité royale sous les règnes de François Ier et de Henri II, puis des difficultés que connaît alors la monarchie française avec les guerres de religion entre le parti catholique et le parti protestant. Nous avons terminé le grand 1 en voyant que les guerres de religion se finissent avec Henri IV qui promulgue l'édit de Nantes, puis l'œuvre de Louis XIII et du cardinal de Richelieu qui gouverne la France au début du XVIIe siècle et qui tente de réaffirmer l'autorité royale. Aujourd'hui, nous allons traiter dans ce grand 2 du règne le plus long de l'histoire de France, le règne de Louis XIV, le roi Soleil. Vous pouvez donc noter le titre du grand 2, le renforcement de l'autorité royale sous Louis XIV. Grand A, contrôler la noblesse. Premier élément que vous pouvez noter, en 1642-1643, on a la mort, en 2 ans, des 2 hommes qui dirigent alors la France. En 1642, c'est la mort de Richelieu. En 1643, la mort de Louis XIII. Donc, en 2 ans, le roi est mort et son principal ministre également. Le problème, c'est que lorsque Louis XIII décède, il laisse derrière lui un héritier, le dauphin, Louis XIV, qui est seulement âgé de 5 ans. Or, comme je vous l'avais dit dans la capsule vidéo précédente, il est nécessaire que le roi ait au moins 13 ans pour pouvoir régner. Donc, va se mettre en place une régence, c'est-à-dire que le gouvernement de la France va être confié à un membre de la famille de Louis XIV, en l'occurrence à sa mère, Anne d'Autriche, qui gouverne avec l'aide d'un cardinal, le cardinal Mazarin. Vous pouvez donc noter que Louis XIV est trop jeune pour régner, égale donc mise en place d'une régence. Or, bien souvent, les régences, et on l'a vu au moment des guerres de religion, le moment des régences, c'est toujours un moment difficile pour la royauté, un moment difficile pour la monarchie, puisque c'est souvent là qu'il y a des soulèvements, et là, Louis XIV ne va pas passer à côté. La France va connaître quelques années de soulèvements, d'insurrections, de révoltes, de 1647 à 1653, que l'on appelle la Fronde. Alors la Fronde, c'est une série de révoltes venant de différents camps, de différents acteurs. On a d'abord le Parlement de Paris qui essaye de renforcer son pouvoir. Rappelez-vous, dans la capsule vidéo précédente, je vous disais que les parlements, ces assemblées que l'on trouve dans toutes les provinces du royaume, ont un droit qui est le droit de remontrance, c'est-à-dire le droit de faire un certain nombre d'observations concernant les lois du roi. Eh bien, le Parlement de Paris voudrait avoir justement plus de pouvoir, plus de contrôle encore sur le roi. On a les villes également qui sont excédées par les impôts. Rappelez-vous encore une fois, sous Louis XIII et le cardinal de Richelieu, les guerres coûtent cher et donc ont entraîné la création et l'augmentation des impôts. Impôts qui, à l'origine, je vous le rappelle, ne sont mis en place qu'en cas de guerre. Or, on se rend compte qu'à l'époque, les impôts sont valables encore, restent importants, même en temps de paix. Et enfin, on a la haute noblesse, c'est-à-dire les grands seigneurs de l'époque, les ducs, les comtes, qui veulent jouer un rôle dans le gouvernement du roi. Sous Louis XIII, l'homme dominant dans le gouvernement, c'est le cardinal de Richelieu, qui est alors le principal ministre, l'équivalent du premier ministre si vous voulez, et les nobles en étaient quasiment exclus. Or, avec la fin de Louis XIII, les nobles veulent jouer de nouveau un rôle prédominant dans la politique du royaume. Vous pouvez donc noter que de 1647 à 1653, la France connaît alors une série de révoltes contre le renforcement de l'État royal, appelée la Fronde. 2 points, donc premier élément, le Parlement de Paris veut renforcer son pouvoir. Deuxième élément, les villes sont excédées par les impôts. Et troisième élément de cette
révolte, la haute noblesse veut jouer un rôle dans le gouvernement du roi. La révolte est tellement violente que Louis XIV, qui est alors un jeune enfant, est menacé et doit s'enfuir de Paris. Et cet événement où Louis XIV, en pleine nuit, doit s'enfuir avec sa mère de la capitale, va être un vrai traumatisme pour lui et va expliquer toute la suite également de son règne et de son rapport vis-à-vis des grands seigneurs, des nobles. S'ensuit des affrontements, on a deux armées, l'armée du roi d'un côté, l'armée parlementaire, l'armée de la haute noblesse de l'autre, et finalement, vous le notez, on a une victoire de l'armée du roi contre l'armée de la haute noblesse en 1652 avec la reprise de Paris. Donc si encore pendant un an on a quelques soulèvements en France, la reprise de la capitale par le roi est déjà un fort symbole. Donc Louis XIV continue de grandir pendant toutes ces années, bien évidemment, mais il garde une certaine rancœur, une certaine colère, une certaine méfiance vis-à-vis de cette haute noblesse qui, décidément, depuis des siècles et des siècles, ne cesse de se révolter contre le roi. Si bien que Louis XIV décide alors de construire le château de Versailles, qui va devenir le centre politique de la France jusqu'à la Révolution française. Vous pouvez noter que pour affirmer sa puissance, Louis XIV fait construire un château et aménager des jardins à Versailles, Versailles qui à l'époque était composé uniquement d'un pavillon de chasse, d'une petite habitation où son père Louis XIII venait chasser. Donc des jardins à Versailles où il s'installe avec la cour et les ministres définitivement en 1682. Rappelez-vous François Ier qui voyageait de château en château, ça en est fini avec Louis XIV qui décide de s'installer définitivement à Versailles. Donc c'est la fin de cette cour itinérante qui traversait le royaume. Cela va donner lieu à un des points de passage et d'ouverture imposés par le programme. Donc vous allez faire ce zoom sur Versailles, le roi Soleil et la société de cour. Vous n'avez qu'une seule question dans cette étude de document qui est la suivante. Par quels moyens, au pluriel, donc il y en aura plusieurs, Louis XIV contrôle-t-il la haute noblesse? Pour cela, vous utilisez les documents 1, 2, 3, 4 et 6, pages 176-177 du manuel. Comme d'habitude, vous recevrez avec votre mail un polycopier avec la consigne et le lien vers le manuel numérique si vous n'avez pas le manuel papier avec vous. Le but de cette activité va être de voir en quoi finalement la création de ce palais, de ce château, très luxueux, est en fait une sorte de moyen de contrôle vis-à-vis des grands seigneurs, un moyen de contrôle pour Louis XIV, de contrôler ces grands seigneurs qui ne cessent de se révolter contre le roi. Comme d'habitude, vous mettez à présent sur pause, vous faites l'activité et vous revenez à la capsule vidéo pour prendre la correction en note. Bien, nous allons corriger à présent ce zoom sur Versailles, le roi Soleil et la société de cour. Quelques mots d'abord sur ce château. Le château de Versailles est composé de plusieurs éléments. Vous avez bien évidemment le château en lui-même, les bâtiments, donc c'est ce que vous avez en rouge sur ce plan, et de manière totalement pertinente, la chambre du roi est mise au centre, puisque le roi, bien évidemment, est au centre du gouvernement de la France à l'époque. Autre élément important au niveau du plan du château, ce sont les jardins, qui, vous le voyez, sont extrêmement étendus et qui participent eux aussi à la gloire du roi. Et enfin, le dernier élément, c'est la ville qui se développe après. Et vous voyez que la particularité, et on le voit encore mieux sur cette photo, c'est qu'à partir du château, on a trois grands axes qui partent. Le symbole est de montrer que le château, et donc le roi, est véritablement au cœur du royaume de France. Alors, la question à laquelle vous aviez à répondre était la suivante. Par quels moyens Louis XIV contrôle-t-il la haute noblesse? Vous notez qu'à travers l'organisation de la vie de la cour, à Versailles, Louis XIV contrôle les grands seigneurs. 2 points. D'abord, vous avez dû noter avec le document 1 que l'on a la mise en place d'une étiquette. Alors l'étiquette, c'est quoi? Ce sont des règles imposées aux personnes en présence du roi.
Par exemple, dans le document 1, on vous parle du fait que n'importe quel noble, n'importe quelle personne, n'importe quel sujet du roi ne doit pas porter de chapeau en sa présence. Donc, il contrôle d'abord la noblesse en leur imposant des règles vis-à-vis de lui. Ça passe également, bien évidemment, par la révérence. Deuxième élément, donc là, c'était dans les documents 2 et 3, vous notez que les nobles présents doivent suivre le roi dans ses activités. Par exemple, lors du lever du roi le matin, lors de ses repas, lors des loisirs, lors du coucher, on a des nobles tout autour. Le roi est toujours entouré de seigneurs. Par exemple, pour les repas, les seigneurs devaient assister au repas du roi en restant debout tandis que le roi était assis. Troisième élément dans le document 4, vous notez que les grands seigneurs qui souhaitent obtenir un office, rappelez-vous ce qu'était un office, c'est une fonction, une charge vendue par le roi. Donc les grands seigneurs qui souhaitent obtenir un office ou une pension, c'est-à-dire une somme d'argent, doivent vivre à Versailles. Et enfin, dernier élément qui était dans le document 6, le roi accorde des pensions aux nobles qu'il choisit. Donc si on résume, Versailles sert au roi pour contrôler la noblesse, puisque si vous êtes grand seigneur à l'époque et que vous n'habitez pas, ou en tout cas que vous ne passez pas de temps à Versailles, vous n'obtiendrez jamais de charges particulières ou de somme d'argent, de pension de la part du roi. Vous êtes donc obligé de venir habiter auprès du roi pour avoir ces privilèges. Conclusion, on a donc une dépendance des nobles, des seigneurs, par rapport au roi. Par exemple, les seigneurs qui vivent à Versailles sont totalement dépendants de l'argent que leur donne le roi, des pensions que leur donne le roi, et cette dépendance, bien évidemment, entraîne l'absence de révolte. Maintenant, les nobles sont contrôlés par le roi, ils n'ont plus les moyens de se révolter contre lui. Alors, si nous continuons cette analyse sur le château de Versailles, vous pouvez noter que le château de Versailles est aussi un outil de propagande pour Louis XIV, qui devient le mécène d'artistes renommés, réputés, dans tous les domaines. Pour rappel, un mécène, c'est soit un noble, soit un bourgeois qui s'achète les services d'un artiste dans n'importe quel art. Alors, pour Louis XIV, on a des écrivains comme Molière, qui, comme vous le savez certainement, a écrit des pièces de théâtre, des compositeurs comme Lully, des jardiniers comme Le Nôtre, ou encore des peintres comme Lebrun. Ce château de Versailles, vous rajoutez enfin que le luxe de Versailles doit éblouir les nobles de France. Le but, c'est de montrer que, bien évidemment, le roi est le plus riche et donc le plus puissant des seigneurs de France, mais aussi les ambassadeurs étrangers. C'est à Versailles que le roi reçoit les ambassadeurs anglais, allemands, espagnols, russes, etc., etc. Et bien évidemment que on les accueille dans des salles luxueuses pour montrer que la France, à ce moment-là, se considère comme étant le royaume le plus puissant d'Europe. Ce n'est pas par hasard, d'ailleurs, que le souverain, le tsar de Russie, Pierre le Grand, construira à son tour en Russie un palais grandiose, largement inspiré de ce qu'il aura vu au château de Versailles. Parmi ces éléments qui montrent le plus le luxe ou la puissance à Versailles, on a bien évidemment la Galerie des Glaces, que vous voyez juste ici. Cette Galerie des Glaces qui symbolise le savoir-faire français. Vous voyez toute la décoration extrêmement chargée, les lustres, les miroirs. Faire des miroirs à l'époque, ça exigeait un savoir-faire particulier. On a également, et j'attire votre attention là-dessus, des fresques au plafond, des fresques qui reprennent en fait les grandes batailles victorieuses de Louis XIV, qui n'hésite pas d'ailleurs à se montrer sur ces fresques comme étant un héros. Il se fait représenter souvent d'ailleurs sous les traits d'un héros antique ou de dieu de l'Antiquité. Autre élément qui montre la magnificence du château de Versailles,
ce sont les jardins. Les jardins, ce sont des jardins, comme vous le voyez sur le plan que vous avez, qui s'affiche juste ici, c'est des jardins extrêmement organisés, géométriques, symétriques, et on voit là que les jardiniers de l'époque utilisaient largement les mathématiques pour conceptualiser, créer, élaborer les paysages dans ces jardins. Le jardin à l'époque, ce n'est pas innocent. Le jardin, il sert à quoi? Il sert à montrer que le roi de France dompte, maîtrise la nature elle-même. Quelques photos actuelles des jardins de Versailles. Vous avez ici la grotte des Bains d'Apollon, donc ça veut dire que les jardiniers de l'époque, les ingénieurs de l'époque, ont reconstitué une grotte et donc ont joué sur l'eau pour montrer la puissance du royaume de France. Autre exemple, avec ici le bosquet de la salle de bal. L'idée n'était pas de s'asseoir sur ces marches, l'idée était de venir contempler un spectacle où l'eau découle des fontaines. Les fontaines, d'ailleurs, se développent en Europe de manière générale à cette époque-là, avec les progrès des techniques. Voilà, donc dans ce grand 1, nous venons de voir que Louis XIV parvient largement à contrôler la noblesse, noblesse qui se révoltait au début de son règne, noblesse qui s'est assagie, qui est totalement contrôlée par le roi grâce au château de Versailles au fur et à mesure de son règne. Grand B, gouverner le royaume. Vous notez directement qu'en 1661, Louis XIV décide de régner sans principal ministre. Sous le règne de son père, Louis XIII, rappelez-vous, il y avait le cardinal de Richelieu, qui était un personnage influent, qui était l'équivalent du Premier ministre actuel. Or, Louis XIV ne veut plus de cela. Il ne veut plus de cela parce qu'il craint que de donner le pouvoir à un principal ministre serait finalement faire de l'ombre au roi. À ce moment-là, on a un ministre des Finances qui s'appelle Nicolas Fouquet, qui a accumulé énormément de richesses au point de construire un château très luxueux. Il invite le roi d'ailleurs à une fête dans ce château. Le roi le fait alors emprisonner dans les jours qui suivent. En se passant de principal ministre, Louis XIV veut éviter toute concurrence et veut bien faire comprendre qu'en France, il n'y a qu'un seul roi, il n'y a qu'un seul gouvernant, le roi. Vous pouvez noter ensuite que le roi est assisté des conseils et de ministres chargés de domaines précis, comme la guerre, les finances. Mais seul le roi prend les décisions. Donc certes, le roi gouverne seul, prend les décisions seul, mais bien évidemment qu'il prend des conseils auprès de personnes qu'il juge compétentes. Vous le voyez sur l'organigramme à gauche, le roi nomme donc différents conseils qui sont à chaque fois chargés de sujets différents. Il s'entoure de l'équivalent de ministre actuel, le chancelier qui est le chef de la justice, le contrôleur général des finances qui est le ministre des Finances, et 4 secrétaires d'État, un chargé de la marine, l'autre de la guerre, un autre des affaires étrangères et un dernier pour la maison du roi. Donc toutes ces personnes-là sont réunies lors de conseils. Vous en avez ici une représentation sur ce tableau. Donc vous voyez Louis XIV à gauche, au bout de la table, qui est entouré justement de ses conseillers qui lui apportent conseil, mais seul le roi tranche finalement et prend ses décisions. Vous rajoutez ensuite que les ministres sont choisis pour leurs compétences et non par leur place dans la noblesse. Sous François Ier, les ministres étaient souvent issus de la noblesse, choisis par le roi mais issus de la noblesse. Sous Louis XIV, on choisit d'abord des personnes compétentes dans leur domaine, plus que des personnes faisant partie de la haute noblesse. Conclusion, on a la mise en place d'un État centralisé, puisque à partir de là, les grandes décisions sont prises à Versailles par le roi pour l'ensemble du royaume. Vous rajoutez ensuite que pour administrer le royaume, Louis XIV s'entoure aussi d'un personnel administratif, c'est-à-dire de bureaux, avec des secrétaires notamment, chargés de préparer les dossiers
traiter la correspondance venant des provinces, bref, gérer la paperasse. La monarchie française devient une monarchie administrative à partir de ce moment-là. La France est un grand royaume et il faut, bien évidemment, pour que Versailles puisse prendre les bonnes décisions, s'informer sur ce qui se passe dans les différentes provinces. Donc on a beaucoup de dossiers, beaucoup de rapports qui arrivent à Versailles et qui doivent être traités par ses secrétaires. Alors, bien évidemment, gouverner à Versailles ne suffit pas. Prendre des décisions à Versailles ne suffit pas. Pour gouverner, il ne faut pas uniquement prendre des décisions dans le centre politique du royaume, il faut être en capacité aussi de les faire appliquer dans l'ensemble des territoires, dans l'ensemble du royaume. Vous notez donc qu'afin de renforcer son autorité dans le pays, Louis XIV continue de créer des offices, c'est-à-dire des fonctions, des charges au nom du roi, qu'il vend. Donc on avait des nobles, on avait aussi parfois des bourgeois qui achetaient ces offices, ce qui permettait d'ailleurs à la monarchie française de faire rentrer de l'argent dans les caisses. Sous François Ier, rappelez-vous, on était à quelques milliers d'officiers représentant le roi dans les provinces. Sous Louis XIV, on passe à 60 000 officiers. Mais, et vous rajoutez ce dernier élément, mais il envoie aussi des intendants dans les provinces pour appliquer les décisions royales, que ce soit les édits, les ordonnances, lever les impôts, et surveiller les officiers. Alors pourquoi? Ces officiers, donc nobles ou bourgeois qui achètent des offices, à vie, ou qui en héritent, peuvent échapper parfois au contrôle du roi. Au final, lorsque vous êtes officier, vous achetez une charge, vous l'obtenez à vie. Le rôle des intendants va être finalement de surveiller ces officiers, de vérifier s'ils font véritablement leur travail ou pas. Les intendants sont des hommes qui sont nommés que pour des missions spécifiques. Ils doivent envoyer un compte-rendu régulier sur leur mission et sur l'état de la province dans laquelle ils sont envoyés au roi. Donc on a bien le développement d'une administration aussi dans l'ensemble du royaume. Élément suivant qui montre que le roi gouverne de plus en plus le royaume et veut éviter tout contre-pouvoir, vous notez que le roi retire le droit de remontrance au Parlement de Paris. Dorénavant, le Parlement de Paris n'aura plus le droit de faire des observations, de faire des critiques sur les lois décidées par le roi. Et enfin, on a un contrôle des esprits. À l'époque, vous le notez, il fallait une autorisation du roi qui était nécessaire pour publier, que ce soit des journaux, des livres ou encore des pièces de théâtre. En quelque sorte, nous avions à l'époque une censure. Tous ces éléments-là montrent bien que le roi renforce véritablement son autorité avec le règne de Louis XIV. Mais s'il y a un domaine où le roi veut s'imposer absolument, c'est la religion. Rappelez-vous, depuis le XVIe siècle, la France est profondément divisée entre catholiques et protestants. Cela a amené à des guerres, à des violences, et Henri IV avait réussi à pacifier le royaume en imposant notamment l'édit de Nantes. Louis XIV n'a pas du tout la même vision des choses. Pour lui, il y a un roi, une loi, une religion. Pour lui, le protestantisme est un danger et finalement une menace pour son pouvoir, qui est lui un roi chrétien, un roi catholique. Vous pouvez donc noter que pour Louis XIV, il ne peut y avoir qu'une seule religion reconnue, le catholicisme. Le roi considère le protestantisme comme une menace. Il va donc prendre des mesures contre les protestants. On augmente les impôts des protestants. On interdit aux protestants de devenir officiers du roi. On envoie des soldats pour habiter chez les protestants. Et le point d'aboutissement de cette politique contre les protestants va être la révocation de l'édit de Nantes en 1685, qui est l'objet d'un point de passage et d'ouverture imposé par le programme et qui va être l'objet d'une étude de documents que vous allez faire à présent en deux questions. Première question, que décide Louis XIV en 1685?
Vous utilisez le document 5, page 175. Et question 2, quelles sont les conséquences de la décision de Louis XIV avec les documents 2 et 3, page 184. Comme d'habitude, vous mettez sur pause, vous faites l'activité. Une fois qu'elle est faite, vous revenez à la capsule vidéo pour voir la correction. Nous allons à présent passer à la correction de cette étude de document sur la révocation de l'édit de Nantes. Première question, que décide Louis XIV en 1685? Vous notez qu'en 1685, Louis XIV décide, à travers l'édit que l'on appelle l'édit de Fontainebleau, il décide, déjà, d'annuler, révoquer ça veut dire annuler, l'édit de Nantes de 1598. Il annule l'édit de Nantes de son grand-père, d'Henri IV. Deuxième décision, il supprime la liberté de culte pour les protestants. C'est-à-dire que le protestantisme, la religion protestante, devient alors interdite, alors qu'elle était tolérée jusqu'à présent. Troisième décision, il décide de faire détruire les temples protestants, c'est-à-dire les lieux de culte. Quatrième décision, il impose l'exil aux pasteurs. Ensuite, il interdit les écoles protestantes. Et enfin, il force à la conversion au catholicisme. C'est-à-dire que dorénavant, les protestants devront se convertir au catholicisme, et il est très bien dit dans le texte que les enfants des protestants devront être baptisés et suivre une éducation catholique. Bien évidemment, comme d'habitude, vous mettez sur pause pour avoir le temps de noter l'ensemble de la trace écrite. Une illustration qui montre bien justement ces conversions, qui sont des conversions forcées, des conversions par la force. Vous avez cette caricature qui est extrêmement connue, où l'on voit à gauche ce que l'on appelle un dragon. En fait, c'est un soldat du roi qui tient un fusil. Au bout de ce fusil, vous trouvez une croix, donc symbole des catholiques. Et face à lui, vous avez un protestant qui signe un document, qui n'est pas n'importe quel document, c'est un acte où il dit qu'il se convertit au catholicisme et qu'il abjure, c'est-à-dire qu'il abandonne la religion protestante. S'il s'agit bien évidemment là d'une caricature, elle révèle une réalité qui est que les conversions que l'on a à l'époque, c'est-à-dire les protestants qui se convertissent au catholicisme, le font sous la contrainte et non pas volontairement. Question numéro 2. À présent, quelles sont les conséquences de la décision de Louis XIV? Pour cela, vous aviez ces deux documents à utiliser, notamment un mémoire, un extrait du mémoire de Vauban, qui est un ingénieur du roi, et cette carte. Les deux conséquences sont les suivantes. Première conséquence, on a d'abord un départ du royaume de dizaines de milliers de personnes à l'étranger. Et si on reprend la carte, ils partent principalement vers les Provinces-Unies, le Saint-Empire ou l'Angleterre. Pourquoi les protestants partent vers ces pays? Tout simplement parce que ce sont des royaumes ou des pays protestants, et donc ils y seront les bienvenus. Alors, Vauban n'a pas exactement les chiffres réels. Aujourd'hui, on sait qu'il y aurait environ 200 000 personnes qui seraient parties de France au moment de la révocation de l'édit de Nantes en 1685. Vauban parle des conséquences du départ d'autant de sujets. Il parle de pertes financières pour le royaume, de la perte d'artisans qui ont des savoir-faire recherchés, de soldats, d'officiers, de matelots. Pour Vauban, c'est un désastre pour l'économie française. Deuxième conséquence, il en parle à la fin de son texte, Vauban dit qu'il doute fortement de la sincérité des protestants qui se sont convertis au catholicisme par la force. Donc on voit bien là que cette décision de Louis XIV, qui est une décision qui lui sert pour affirmer son autorité, est une décision qui est en fait complètement désastreuse pour le royaume. Donc dans ce grand B,
nous venons de voir que par divers moyens, par l'administration, par ses décisions, le roi s'affirme comme étant le souverain qui règne, qui gouverne en France et qui concentre de plus en plus le pouvoir. Nous passons cette fois-ci au point C, faire de la France une puissance. Alors faire de la France d'abord une puissance économique. Vous notez qu'avec Louis XIV, l'État royal dirige de plus en plus l'économie. Le ministre des Finances et de la Marine de l'époque, Colbert, veut augmenter la richesse du royaume en y attirant davantage d'or et d'argent de l'étranger. Pour y parvenir, il va développer les exportations et limiter les importations. Je m'explique. À l'époque, un royaume qui est riche, c'est un royaume qui possède beaucoup d'or, beaucoup d'argent, qui sont les deux métaux les plus précieux. Or, pour attirer de l'or et de l'argent, il faut vendre, commercer avec les autres pays et donc exporter des marchandises. Mais à l'inverse, il faut aussi éviter de trop en importer, parce que si vous achetez bien évidemment à l'étranger, vous allez devoir faire sortir de l'or et de l'argent du royaume pour les donner à l'étranger. Pour cela, Colbert va mettre en place plusieurs politiques. Premier élément, premier tiret. On a d'abord la création de manufactures royales. Alors, les manufactures royales, c'est quoi? Ce sont des ateliers de fabrication de produits de luxe par des ouvriers qui travaillent à la main. Ces produits de luxe, ça peut être des miroirs, du mobilier, donc des meubles, ça peut être des pièces d'orfèvrerie. Colbert attire également en France des entrepreneurs, des artisans, des ouvriers étrangers qui ont des savoir-faire reconnus. Je pense notamment aux artisans de Venise, Venise qui est réputée pour maîtriser l'art de fabrication du miroir à l'époque. Eh bien, Colbert fait venir des ouvriers vénitiens pour qu'ils apprennent aux ouvriers français à faire des miroirs. Vous avez ici justement une tapisserie qui montre la visite de Louis XIV, que vous voyez à droite, juste ici, qui visite justement une de ces manufactures où on voit un certain nombre d'objets de luxe qui sont fabriqués. Deuxième politique mise en place par Colbert, vous notez qu'il a agrandi également l'empire colonial français et c'est le début de l'exploitation des îles dans les Antilles où l'on met en place ce que l'on a vu précédemment avec les Portugais au Brésil et à Sao Tomé, c'est-à-dire une économie de plantation, surtout plantation d'ailleurs de canne à sucre, et la traite négrière. La France se lance dans le commerce négrier à l'époque, dans le commerce triangulaire. Pour vous donner une idée de ce premier empire colonial français, vous avez ici une carte de cet empire. Donc, la métropole, la France, est juste ici. La France possède alors à ce moment-là des territoires au Canada, depuis François Ier. La France s'étend également et parvient à contrôler la Louisiane en Amérique du Nord. Quelques îles dans les Antilles, qui vont devenir des îles à sucre, comme la Guadeloupe ou la Martinique. L'île Bourbon dans l'océan Indien et quelques comptoirs en Inde, notamment le comptoir de Pondichéry. Alors, avoir des colonies, ce n'est pas suffisant. Donc, Colbert va aussi créer des compagnies de commerce pour ramener en Europe les ressources des colonies. Produire du sucre dans les Antilles, c'est bien, encore faut-il le ramener en France pour le vendre, et le vendre aussi à l'étranger. Donc, on a la création de compagnies de commerce qui sont chargées de cela. Créer des compagnies de commerce, c'est bien, mais faut-il encore avoir des ports? Donc Colbert va aménager, dernier élément, aménagement de ports pour développer le commerce, et c'est le cas notamment de Lorient, qui à l'époque ne s'écrivait pas ainsi. Lorient s'écrivait L'-O-R-I-E-N-T, donc l'Orient au sens de l'Est, en parlant de l'Inde notamment. Donc la France essaye de s'affirmer à ce moment-là comme étant véritablement une puissance économique, et le roi et ses ministres vont tout faire pour développer cette puissance française. Enfin, dernier élément de ce cours sur Louis XIV, affirmer la puissance de la France, c'est aussi l'affirmer par la guerre.
Louis XIV est un roi de guerre, un roi qui s'illustre à la guerre. Sur les 54 ans de règne, 29 ans de guerre. Louis XIV dirigeait d'ailleurs lui-même ses armées jusqu'en 1692. On en voit ici quelques preuves. Louis XIV aimait beaucoup utiliser la propagande royale pour s'illustrer comme étant un chef de guerre. Vous le voyez ici, Louis XIV couronné par la victoire. Ou encore sur ce tableau de Louis XIV au passage du Rhin pendant la guerre en 1672. Donc Louis XIV est véritablement un roi guerrier. Vous pouvez noter que roi de guerre, Louis XIV veut aussi affirmer la puissance de la France à l'extérieur en agrandissant le royaume. 2 points. Premier élément, ça passe déjà par une hausse des effectifs dans l'armée. On a plus de soldats dans l'armée. On a également le développement d'une marine de guerre. Il faut gagner la guerre sur terre, mais il faut aussi de plus en plus gagner la guerre sur mer. Avoir des colonies dans le monde, c'est pouvoir aussi les défendre. Donc il faut des navires de guerre. Au niveau des effectifs dans l'armée, vous voyez sur le graphique à gauche ici que ces effectifs ne cessent d'augmenter. Vous avez surtout en rose le nombre d'hommes en temps de guerre. Vous voyez qu'en 1668, on est à 230 000 soldats. En 1710, on est à 630 000 soldats. Pour la marine, il faut savoir que dès lors que vous habitiez sur les littoraux, sur les côtes, vous pouviez être soumis à un service militaire obligatoire sur les navires de guerre. Ensuite, deuxième élément, une fois que Louis XIV agrandit le royaume, il fait aussi construire, donc vous notez, construction de fortifications aux limites, aux frontières du royaume par l'ingénieur Vauban. Ces fortifications, nous pouvons encore les voir aujourd'hui, c'est notamment la fortification sur l'île de Ré. Toutes ces fortifications de Vauban ont la même forme, une forme en étoile, donc c'est ce que vous distinguez ici. Le but, c'est de protéger les villes d'une attaque. La guerre à l'époque, c'est d'abord une guerre de siège. On gagne la guerre en remportant des villes, principalement. Les conséquences de toutes ces guerres, vous le notez, c'est l'annexion de territoires au nord et à l'est. La France, le royaume de France, s'agrandit au nord et à l'est. Si on reprend la carte de tout à l'heure, le roi Louis XIV agrandit le royaume et intègre dans le royaume l'Artois au nord, avec la région de Lille, ou encore l'Alsace ou la Franche-Comté. Alors le problème, c'est que la France, à la mort de Louis XIV en 1715, est une France terriblement affaiblie, terriblement fatiguée. Vous notez donc que toutefois à la mort de Louis XIV en 1715, la France est fatiguée de toutes ces guerres. L'État s'est endetté pour les financer. La hausse des impôts et des famines amène à des révoltes populaires, donc de la population, de plus en plus nombreuses. On a un peuple qui est de plus en plus soumis à un impôt qui augmente de plus en plus. Il ne faut pas oublier que les conditions de vie à l'époque sont extrêmement difficiles. La majorité de la population vit à la campagne, la majorité de la population est paysanne. Or, d'une année à l'autre, la récolte peut être plus ou moins bonne. Il y a des années désastreuses, c'est notamment le cas de l'année 1709, lors de laquelle la France connaît un hiver très très froid, ce qui entraîne la famine, c'est-à-dire plus assez de nourriture pour se nourrir, et donc des morts et des révoltes qui suivent. Si vous regardez le graphique à gauche, qui montre les dépenses et les revenus sous le règne de Louis XIV notamment, dans la partie jaune, vous voyez que les revenus, c'est-à-dire les impôts, augmentent très fortement, encore plus fortement que sous Louis XIII et Richelieu, mais qu'en plus, ces impôts, même s'ils augmentent, ils ne suffisent pas pour faire face aux dépenses qui sont encore supérieures. Vous voyez ces pics de dépenses qui correspondent en fait au temps de guerre. Or, cette différence entre les revenus, c'est-à-dire l'argent qui rentre dans les caisses de l'État, et les dépenses, c'est-à-dire l'argent qui en sort, crée un déficit, c'est-à-dire que la France est obligée
d'emprunter à des bourgeois, à des banques, pour pouvoir financer sa guerre. Donc la France, à la fin du règne de Louis XIV, est véritablement endettée, affaiblie, fatiguée. Cela entraîne des révoltes. Alors si on prend ce graphique qui montre justement l'évolution du nombre de révoltes, vous voyez qu'il y a des grands pics de révoltes, notamment en 1710, où on compte 298 révoltes dans le royaume de France. On a beau avoir un roi qui gouverne, qui renforce son pouvoir, cela ne veut pas dire qu'il a un pouvoir totalement absolu, puisque le peuple continue de se révolter. Enfin, vous notez, et on terminera avec cela, que des textes critiques vis-à-vis du roi, malgré la censure d'ailleurs, vis-à-vis du roi et de son pouvoir, circulent de manière clandestine. Nous avons donc terminé ce cours sur Louis XIV. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions. Je vous envoie dans la suite la conclusion du chapitre et la conclusion de l'année avec un point sur la France à l'aube de la Révolution française qui sera le chapitre que vous attaquerez à la rentrée au mois de septembre en première. Bonne journée à vous et bon courage.